conférences vont présentement débuter, donc ici avec Communauté Bleue, et les enjeux de la rivière Saint-Maurice, juste ici en face. Alors, on va commencer. Je dois vous dire que je suis très émue. Nous venons de vivre une très belle célébration sur l'eau. Et j'étais contente, je n'étais pas la seule qui pleurait. J'ai vu des mouchoirs, j'ai entendu des mouchoirs. Alors, c'est très émouvant, cette célébration de l'eau. L'eau qui nous passionne tous. Et la prochaine conférencière, ça m'amène à vous présenter la prochaine conférencière, Martine Châtelain, que je connais bien et que j'aime beaucoup, qui m'inspire parce que c'est une passionnée de l'eau. Alors, Martine va nous présenter, ça fait un très beau lien avec la célébration de l'eau qu'on a vue ce matin, parce qu'elle va nous parler des communautés bleues. On parle des églises vertes, mais il y a aussi des communautés bleues. Alors, le droit humain à l'eau. Vous allez m'entendre parler. Et Martine, je suis très honorée ce matin de le présenter. C'est une femme que j'admire, quoi, que je vous le dise. Alors, je vous laisse la parole. Alors, bonne conférence. Merci Joanne, c'est réciproque. On s'aime beaucoup tous les deux. Et je pense que comme gardienne de l'eau, un peu comme a dit Nicole ce matin, il y a beaucoup de femmes qui sont les gardiennes de l'eau à travers le monde. Et c'est un principe féminin, l'eau est un principe féminin. Je suis bénévole pour la Coalition québécoise pour une gestion responsable de l'eau au secours. Et je vais un peu vous expliquer d'où ça vient au secours. Au secours, ça s'est formé il y a 22 ans sur la guerre des compteurs d'eau à Montréal. C'est que la ville de Montréal, à cette époque-là, ce qui n'est plus le cas, je vous rassure, voulait vendre les services de l'eau à une compagnie privée. Et les gens se sont levés en disant non, l'eau est un bien commun, elle ne doit en aucun cas être vendue ou bradée à des compagnies privées, elle doit rester dans le domaine public et elle doit rester libre. Et c'est comme ça que la coalition au secours s'est formée. C'était à ce moment-là la coalition montréalaise. Et on s'est aperçu que tout le monde criait au secours partout dans la province sur différentes problématiques de l'eau. Alors, au cours des années, si vous avez entendu parler de secours, ça se peut que vous ayez entendu sur la voie publique dénoncer. On a été beaucoup dans la dénonciation. Et c'est quelque chose qui est usant à la longue de se battre contre le gouvernement, se battre. Et le projet Communauté Bleue, ce qu'il a d'intéressant, c'est que c'est un projet entièrement positif. Alors, la coalition, elle agit en 3 axes, sensibilisation et formation, un peu ce que je fais ce matin, ce que mon collègue Jean-Yves a fait au kiosque hier, informer le public. Le deuxième axe, c'est du soutien aux comités de citoyens en lutte dans différentes régions sur différents enjeux. On peut penser ici à Trois-Rivières à la lutte contre la fluoration de l'eau, pour laquelle on a contribué, où j'ai eu la chance de travailler avec Joanne et les gens de Trois-Rivières. Donc, soutien des comités de citoyens en lutte sur différents enjeux. Et le troisième axe, c'est de la représentation directe auprès de nos gouvernements par des mémoires, par des collaborations à des commissions d'enquête. On donne notre point de vue, que ce soit sur l'agriculture, que ce soit sur, dernièrement, sur l'éco-fiscalité. Il y a une consultation qui vient de se terminer, entre autres, il y en a une sur les changements climatiques, sur les questions du pétrole. Alors, ça peut être sur différents enjeux. Alors, c'est ce qu'on fait au secours. Pourquoi je suis particulièrement fière de vous présenter les communautés bleues? C'est que le projet des communautés bleues, c'est ça, c'est quelque chose qui est entièrement positif et qui tend les gens vers des actions concrètes. Alors, c'est quoi le projet Communauté Bleue? C'est une initiative conjointe de plusieurs groupes. C'est à l'origine du Conseil des Canadiens qui travaille plutôt dans le reste du Canada. Et Au secours a repris ça pour la partie québécoise des choses. Le SCFP, c'est le Syndicat canadien de la fonction publique. On comprend que les gens qui travaillent dans les services de l'eau
ont un intérêt direct à garder leur emploi, que ça ne soit pas envoyé à des compagnies privées. Donc, ils ont un intérêt direct et ils ont participé depuis le début d'Eau Secours, toujours avec la commission. Conseil des Canadiens. Alors, le Conseil des Canadiens, c'est beaucoup Maude Barlow. Pour les gens qui la connaissent, c'est une grande personne qui a défendu l'eau, surtout à l'ONU, le droit à l'eau, et qui est présidente honoraire du Conseil des Canadiens depuis plusieurs années. Alors, c'est un projet qui vise à contrer la pression de la privatisation, parce qu'on sait qu'avec les accords de commerce internationaux, malheureusement, il y a des compagnies privées qui ont vu qu'ils pouvaient faire de l'argent comme de l'eau. Et ils veulent s'approprier ce bien commun de tous et le vendre à des prix ou prendre en charge des institutions qui sont au Canada public, mais on sait qu'en Europe, les choses sont un peu différentes. Et on peut comparer, par exemple, le coût de l'eau municipale ici au Canada est 6 fois à 8 fois moins cher que les coûts où il y a des compagnies privées en Europe. Alors, contrer la privatisation sur au moins le territoire du Québec et du Canada. Et promouvoir l'eau du robinet, parce que l'eau du robinet, c'est l'eau de tout le monde. L'eau dans les petites bouteilles, c'est l'eau qui coûte 2000 fois plus cher que l'eau du robinet. Alors, c'est les buts de ces gens-là, puis du projet Communauté Bleue. Aussi, c'est un mouvement de protection de l'eau, puis de protection de l'eau pour tous. Alors, il y a 3 étapes pour devenir une communauté bleue. La première, elle semble simple, mais elle ne l'est pas tant que ça. C'est reconnaître le droit à l'eau et à l'assainissement. Je dis ça n'est pas tant que ça parce que c'est reconnu à l'ONU seulement depuis 2010. Alors, on pense que le droit à l'eau est là depuis une éternité, et non. Au niveau de l'ONU, c'est seulement depuis 2010. Et en 2010, c'était le gouvernement Harper, je ne sais pas si vous vous souvenez, et le Canada s'est abstenu de voter pour le droit à l'eau. Donc, même notre pays n'a pas reconnu le droit à l'eau. Il est tenu par sa participation à l'ONU à le respecter, mais il n'a pas voté pour, ni les États-Unis d'ailleurs. La deuxième chose, c'est promouvoir les services d'eau publics, c'est-à-dire promouvoir le fait que l'eau appartient à tous et doit être gérée par des élus. Et ça, c'est très important, c'est pour contrer la privatisation. Et le troisième engagement qu'une communauté bleue doit prendre, c'est d'interdire les bouteilles d'eau aux endroits où ils ont juridiction. Par exemple, dans une ville, de ne pas avoir de bouteilles d'eau à l'hôtel de ville, dans les arénas, dans les bibliothèques et dans les événements publics qui ont rapport avec la municipalité. On parle de communauté. Une communauté, ça peut être beaucoup de choses. Bon, je vais vous parler de ça avant de revenir à celui-là. Une communauté, ça peut être une communauté religieuse, ça peut être une école, ça peut être une université, ça peut être une municipalité, ça peut être une réserve autochtone. Alors, le terme de communauté s'applique à un type de gouvernement, c'est-à-dire un type de gouvernance qui accepterait ces 3 principes-là. Et à ce moment-là, on reconnaît, comme par exemple, il y a une école qui a été nommée l'école Monseigneur Parent, dans la région de Saint-Hubert, c'est Saint-Hubert, qui a été nommée la première école bleue, je crois que c'est au Canada, au monde mondial. L'Université McGill est devenue communauté bleue et plusieurs municipalités au Québec. Oui, je vais les nommer tantôt. Alors, le droit à l'eau, comme je disais, c'est en 2010, puis ça doit permettre à chacun d'avoir une quantité suffisante d'eau pour vivre et aussi pour l'assainissement, parce qu'on pense souvent à de l'eau pour boire, mais l'eau pour les toilettes, c'est super important.
Avoir accès à des latrines, c'est aussi la dignité, l'intimité et souvent la sécurité. Et le tout doit être accessible à la fois abordable pour ne pas créer des différences dans la population, sans obstacles physiques et sans discrimination. Un exemple très concret, qui au Québec manque d'eau, les communautés autochtones, ce qui est complètement inadmissible dans un pays comme le Canada. On pense que le droit à l'eau doit être reconnu justement par le Canada, par tous les paliers de gouvernement qui ont une gouvernance sur l'eau. Ça inclut, quand on pense à la navigation, on a des gros bateaux sur le fleuve, c'est le Canada qui gère ça. Si on pense à la qualité de l'eau de nos cours d'eau, c'est le Québec qui gère ça. Mais l'eau de votre robinet, c'est votre municipalité. Alors on pense que tous ces paliers-là devraient reconnaître le droit à l'eau. On doit aussi se protéger contre des tarifs trop élevés. C'est que des tarifs trop élevés de l'eau feraient que les pauvres s'en passeraient et que les riches y auraient accès. Quand je vous parlais de privatisation, c'est un peu ce qui arrive en Amérique du Sud, malheureusement. Les compagnies privées vont fournir l'eau aux quartiers riches parce qu'ils sont capables de la payer, et les quartiers pauvres qui ne sont pas capables de la payer sont malheureusement coupés d'eau. Et ce n'est pas arrivé si loin que ça. La ville de Détroit, qui a connu une décroissance du milieu de l'automobile, a des poches de pauvreté. Et il y a un an ou deux, la ville de Détroit a coupé l'eau à ces populations pauvres et majoritairement noires. Puis en coupant l'eau, les services sociaux enlevaient les enfants aux parents parce qu'ils n'avaient pas, ils ne pouvaient pas leur fournir l'eau. Alors ça crée des problèmes au niveau de la pauvreté. Donc il faut que l'eau soit quelque chose d'accessible à tous. Puis qu'on ait accès à l'eau. Je vous parlais d'Amérique du Sud, une ville de Bolivie comme La Paz, il faut aller au bout de la ruelle au robinet public pour avoir de l'eau. En Afrique, il faut marcher des kilomètres et des kilomètres pour avoir accès à un puits d'eau potable. Alors, il faut aussi que ça soit accessible. Puis, naturellement, promouvoir la conservation de l'eau. Si on n'a pas d'endroit où il y a de l'eau potable, on s'empoisonne. L'eau, c'est nécessaire à la vie, c'est nécessaire à la santé, puis malheureusement, encore de nos jours, toutes les 8 secondes, il y a un enfant dans le monde qui va mourir d'une maladie due à l'eau. On dit l'eau, c'est la vie, mais l'eau, ça peut être porteur de mort aussi. Dans nos communautés, en tout cas au Canada, ce sont les municipalités qui sont responsables de vous rendre l'eau au robinet. Par contre, comme je disais, ça appartient à d'autres paliers de gouvernement de protéger les sources d'eau. Je vais vous donner l'exemple d'une petite municipalité de Montérégie, Saint-Césaire, qui a un pipeline sur ses 3 puits d'eau potable. S'il y avait une fuite, ils seraient en grand danger. Et pourquoi ils ont des puits? C'est qu'ils peuvent plus puiser dans la rivière Yamaska, qui est la rivière la plus proche, parce qu'elle est trop polluée par l'agriculture. Alors, nos municipalités ont l'obligation de nous fournir de l'eau, mais parfois, ils n'ont pas le droit de la protéger. On pense à la petite municipalité de Ristigouche Sud-Est qui a été poursuivie par Gasten pour avoir mis un règlement pour protéger l'eau de sa municipalité. Ils étaient 168 habitants et ils ont été poursuivis pour plusieurs millions de dollars. On comprend que c'est complètement abusif. Heureusement, ils ont gagné en cours. Mais on n'est pas encore à l'abri de ce type de choses-là. Les municipalités, on parlait hier dans une autre conférence de 100 municipalités qui encore au Québec n'ont pas d'assainissement des eaux et qui envoient les eaux usées directement dans le fleuve Saint-Laurent ou dans le milieu récepteur. Il faut comprendre que ce sont 100 petites municipalités souvent éloignées des grands centres avec très peu de population, donc pas beaucoup de taxes récoltées, donc une incapacité de payer les services d'eau. Ils doivent faire affaire avec les paliers de gouvernement, avec le système des infrastructures, et ce n'est pas assez financé. Donc,
on se retrouve avec les petites municipalités en difficulté pour pouvoir assurer un service d'eau complet, ici au Canada. On a aussi, au niveau fédéral, incité beaucoup les municipalités à aller en partenariat public-privé, ce qu'on appelle les PPP, qui malheureusement fait un peu la même chose qu'une privatisation déguisée, qui va faire monter les coûts de façon épouvantable, et ça ne fonctionne pas, on va voir ça en détail. C'est que ces partenariats-là ne sont pas ouverts, ils sont négociés souvent en cachette, et on ne sait pas les termes des contrats. Donc, ce n'est pas très public et ça ne correspond pas à une saine gestion d'un bien commun. Les municipalités voulaient ça parce qu'ils se disaient, ben, c'est la compagnie privée qui va payer les infrastructures et nous, on va être débarrassés de ces coûts-là. Malheureusement, une compagnie privée a un but simple et clair, faire des profits. Donc, ce risque-là, malheureusement, souvent est transféré aux utilisateurs, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui paient, et ils payent plus cher que si les services étaient donnés par des employés municipaux. En plus, les municipalités perdent l'expertise, donc ils perdent des ingénieurs, ils perdent les gens qui sont chargés de l'eau, ils perdent toute l'expertise qui a rapport avec le service de l'eau, et souvent, ils ne sont même pas capables de dire que la compagnie fait quelque chose de pas correct parce qu'il n'y a plus personne dans la municipalité qui est capable de les surveiller. C'est ce qui est arrivé en France beaucoup, et c'est pourquoi la France, comme la ville de Paris, la ville de Grenoble, ont été des années en gestion privée et sont revenus en gestion publique de l'eau pour reprendre en main leurs affaires. Et la ville de Paris, en reprenant en main, fait de l'argent avec l'eau, en ayant baissé les coûts. Ils réussissent encore à générer des profits. Alors, pour comprendre que la compagnie n'avait pas intérêt à réparer les tuyaux, donc ne réparait pas les tuyaux, chargeait toujours de plus en plus cher pour des profits de plus en plus grands, pas dans la poche de tous et chacun, pas dans la poche des citoyens, mais dans la poche des actionnaires de la compagnie. Tandis que quand c'est à la municipalité, Eau de Paris, avec les profits qu'ils ont générés, ont créé un centre d'éducation à l'eau. Alors, ça sert à tout le monde. Il y a plusieurs impacts négatifs sur la population. Quand l'eau coûte cher, ce n'est pas les plus riches qui vont s'en priver, parce que les plus riches, ils ont les moyens de se payer de l'eau. Ça va être les plus pauvres, et les effets négatifs sont souvent au niveau de la salubrité. Ce qu'on a vu au Royaume-Uni, c'est que les plus pauvres se passaient d'eau et avaient des problèmes d'hygiène, les plus pauvres de la population. Souvent aussi, on voit une baisse de qualité de l'eau, parce qu'ils n'ont aucun intérêt à vendre de l'eau de bonne qualité, et il y a eu des problèmes de contamination quand c'est géré par le privé, tandis que le public est soumis à des normes très strictes et très sévères. Donc, quand c'est géré par le public, si une municipalité empoisonnait les gens, Québec taperait sur les doigts de la municipalité. Personne ne tape sur les doigts d'une compagnie privée quand la gestion fait que l'eau n'est pas potable ou à peu près pas potable. Ça fait des coupures d'eau chez les populations les plus pauvres, j'en ai parlé. Et puis, naturellement, les tarifs, quand je vous disais 6 à 8 fois plus cher, ça fait augmenter les tarifs. Aussi, c'est toute une perte d'emploi au niveau des fonctionnaires municipaux. Le troisième point, c'est éliminer les bouteilles d'eau. Une municipalité produit de l'eau de bonne qualité dans notre robinet. Pourquoi elle utiliserait des bouteilles d'eau dans ses propres? Elle serait en conflit avec elle-même que de donner des bouteilles d'eau aux conseillers municipaux ou de donner des bouteilles ou de vendre des bouteilles d'eau à l'aréna municipal. Ils seraient en conflit d'intérêt avec eux-mêmes. Alors, on essaie de convaincre les municipalités que de vendre des bouteilles d'eau, c'est encourager la privatisation quand eux sont un service public. Donc, bannir les bouteilles d'eau a plusieurs impacts qu'on va voir ensemble. C'est que les entreprises privées s'approprient un bien commun. Alors, on dit pourquoi une compagnie privée a le droit de puiser dans notre sous-sol de l'eau qui
normalement, appartient à tout le monde et de nous la vendre 1200, 1500, 2000 fois, 5000 fois plus cher que l'eau du robinet selon où et comment elle est vendue. La consommation mondiale d'eau à cause de la publicité augmente. D'année en année, il y a de plus en plus de ces bouteilles d'eau qui sont vendues. Il y a des impacts sérieux au niveau économique, il y a des impacts sérieux au niveau de l'environnement de ces petites bouteilles de plastique qui sont un déchet grave pour l'environnement. On a vu les îlots de plastique dans l'océan, on a vu, c'est un grave problème environnemental et ça augmente. Souvent, on dit qu'on boit de l'eau en bouteille parce qu'on pense qu'elle est meilleure que l'eau du robinet. Pourtant, 25 à 30% de l'eau qui est dans la bouteille vient d'un aqueduc public. Entre autres, toute l'eau Aquafina vient de Montréal. Si vous prenez de la Samy, elle vient d'Ontario, ce qui est d'une eau municipale de l'Ontario. Donc, c'est la même eau. Pourquoi la payer plus cher dans une bouteille en plastique quand on peut l'avoir directement du robinet? L'eau municipale est testée en continu, c'est-à-dire que l'eau municipale elle est testée par le palier supérieur, c'est-à-dire le gouvernement du Québec, et doit correspondre à plusieurs paramètres, et c'est de plus en plus sévère. Plus ça va, depuis Walkerton, depuis qu'ils ont empoisonné, qu'une ville a empoisonné des citoyens, les normes sont très, très sévères et c'est très surveillé. Quand vous entendez avis d'ébullition, avis de non-consommation, c'est parce qu'on sait que le gouvernement surveille. Ce qui n'est pas le cas de l'eau embouteillée. L'eau embouteillée, c'est Santé Canada, Santé et Aliments Canada qui surveille l'eau embouteillée et ils vont visiter en moyenne tous les 6 ans une entreprise d'eau. Ils vont les avertir avant et ils ne vont tester que l'eau brute, alors qu'on sait que la contamination se fait souvent au moment où on met l'eau dans la bouteille ou la bactérie est déjà dans la bouteille ou après le bouchon. Donc, souvent, on s'aperçoit que ces échantillons-là qu'on prend à l'aveugle, il y a plus de 40% des bouteilles qui sont contaminées par des bactéries en quantité suffisante pour vous donner une bonne gastro. Alors, quand on dit ben c'est de l'eau meilleure dans les bouteilles, c'est pas le cas. Et en plus, on boit du jus de bouteille, c'est que la bouteille est en plastique et malheureusement, le plastique s'amire. Et il n'y a pas de date de péremption sur nos bouteilles. Et l'eau peut être là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, quand on sait qu'au bout de quelques semaines, si elle est exposée au soleil, si elle est mal entreposée au froid ou au chaud, les bactéries vont commencer et la dégradation de la bouteille va commencer. Donc, on boit du plastique. Le plastique est à base de pétrole, donc on boit du pétrole. Ce n'est pas quelque chose qu'on serait porté à boire naturellement. Dans le plastique, il y a toutes sortes de contaminants qui ils ne sont pas anodins, ils sont cancérigènes et ils sont des perturbateurs endocriniens. Donc, on sait qu'il ne faut pas mettre du plastique au micro-ondes. Ben, c'est un peu la même chose. La bouteille de plastique ne devrait jamais être chauffée ou refroidie. C'est ce qui cause les bactéries. 1000 fois plus de bactéries après une semaine d'entreposage. Imaginez après 3 ans passés dans la cave d'un dépanneur. Pour fabriquer une bouteille en plastique, ça prend 1/3 de litre de pétrole. Pour fabriquer la petite bouteille, c'est 500 millions de barils de pétrole par année. Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de pétrole pour fabriquer les bouteilles. On essaie d'être en diminution de nos consommations de carburants fossiles. On y pense pour nos autos, mais on devrait y penser aussi pour notre consommation de plastique, entre autres les bouteilles. Ça prend 3 litres d'eau pour fabriquer une bouteille. Alors, quand vous avez 1 litre d'eau en bouteille, c'est 4 litres d'eau que vous consommez. Je ne sais pas si les batteries sont faibles, mais je n'arrive pas à changer. La bouteille en plastique, c'est un déchet. Il y en a seulement
Au moment où on a fait ce diaporama, il y en avait 1 sur 9 seulement qui était recyclée. Maintenant, on est rendu à 1 sur 6. On est meilleur en recyclage qu'on l'a été. Mais 1 sur 6, c'est pas beaucoup. Et bon an, mal an, c'est 500 millions de bouteilles d'eau qui vont retrouver. Oh, wow. Oui. Aussi, bon, je vais revenir à mes choses. La production d'une bouteille d'eau, c'est 50 fois plus intense en carbone que l'eau du robinet. C'est-à-dire produire 1 litre d'eau du robinet et produire 1 litre d'eau en bouteille, c'est pas du tout le même impact environnemental. Il faut aussi compter qu'on va la transporter. Le robinet, il ne transporte pas avec du pétrole, il transporte avec des tuyaux. Tandis que pour transporter une bouteille de plastique, il faut se promener en camion, il faut se promener... Puis, si vous pensez à des eaux comme San Pellegrino ou Vittel, ça vient d'Europe, l'eau de Fidji vient de Fidji, elle a traversé la moitié du globe pour arriver sur vos tablettes. Alors, 1 milliard de bouteilles d'eau vendues au Québec qui a une eau excellente dans les robinets. Alors, imaginez, 1 milliard de bouteilles d'eau, ça en fait des bouteilles d'eau. C'est pas tout ce monde-là qui n'a pas de la bonne eau du robinet, là. On peut comprendre dans les communautés où ils n'ont pas d'eau potable, mais nous, la majorité des gens qui achètent de l'eau en bouteille sont dans des aqueducs qui gagnent des prix mondiaux de l'eau. Une bouteille sur 9, maintenant c'est 1 sur 6 qui est recyclée. 600 millions de bouteilles dans les sites d'enfouissement du Québec, quand on sait que la détérioration va laisser aller les composés de pétrole dans le sol, dans l'air et dans l'eau. Donc, puis une bouteille d'eau va prendre combien de temps à se dégrader? Les scientifiques disent ceux en plastique supposément écologiques, c'est 400 ans. Celles qui ne sont pas en plastique écologique, c'est près de 1000 ans pour la dégradation de la bouteille. Les bouteilles, ça serait assez pour remplir 240 piscines olympiques de bouteilles en plastique par année. On recommence l'année suivante. 8 millions de tonnes de plastique rejoignent les océans chaque année. En ce moment, il y a 5 continents de plastique qui sont en train de se dégrader, laissant aller des petites particules de plastique que les animaux marins mangent. On calcule qu'il y a 1 demi-million d'animaux marins, oiseaux, poissons, mammifères marins, qui vont mourir parce qu'ils ont ingéré du plastique. Et on dit qu'en 2030, ça s'en vient ça, il va y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans. On parle de crise de climat, mais le climat est réglé en gros par les océans et ce plastique-là empêche les océans de rendre leur service climatique. Les bouteilles d'eau coûtent cher. Les compagnies ne payent même pas 1 sou le litre pour mettre ça dans votre bouteille, c'est-à-dire qu'elles ne payent pratiquement rien. Pour 2 milliards de litres d'eau prélevés, le Québec a fait moins de 150 000 $ l'an dernier. Ça vous donne une idée, toutes compagnies confondues. L'eau en bouteille, 1 litre d'eau en bouteille coûte en général à l'épicerie à peu près 1,99 $. Mais si vous achetez un 500 ml dans une machine, c'est 2,50 $. Puis au Palais des Congrès de Montréal et de Québec, c'est 6 $ le 500 ml. 1 mètre cube d'eau, c'est-à-dire 1000 litres d'eau municipale, va vous coûter moins de 1 $ au Québec. Entre 66 sous et 1 $. Ça, c'est 1000, 1200, 2000 fois, 5000 fois plus cher que l'eau de robinet. C'est la même eau. Alors, pour donner un exemple, si vous prenez les 8 verres d'eau par jour recommandés, ça va vous coûter 66 sous par année d'eau municipale et 1900 par an d'eau en bouteille. Il y a un coût. Alors, c'est de l'eau du robinet, on le voit, c'est écrit sur la bouteille. Les compagnies, c'est Nestlé, Pepsi, Coca-Cola, c'est des grosses compagnies qui produisent de l'eau Aquafina, Dasani et Pure Life. Et c'est toute de l'eau du robinet prélevée quelque part au Canada. Alors, on paye l'eau avec nos taxes, ils la mettent dans une bouteille et ils nous la revendent. On a un peu de nom d'acheter ça.
Alors qu'on sait que traîner une bouteille d'eau, de mettre des fontaines d'eau, de fournir de l'eau autrement, c'est beaucoup mieux. Il y a des alternatives. Les communautés bleues, elles se sont dispersées un peu partout au monde. Il y a Paris, Berlin, Vancouver, Niagara Falls, mais on est très fiers. Depuis 2 ans au Québec, on a Amqui qui a été la première. On a Trois-Rivières ici qui est une communauté bleue. Montréal est une communauté bleue. L'Université McGill, la ville de Nicolette dans la région ici, la ville de Victoriaville, il y a 2 semaines, on a, je pense que c'est 13 communautés, mais comme 20%, je pense, des communautés bleues au monde. Alors, on est très fiers. Et si vous voulez faire de votre communauté une communauté bleue, on va être encore plus fiers d'en avoir de plus en plus au Québec. Alors, comment devenir communauté bleue? Présentez votre projet à votre ville ou à votre communauté. Adoptez la résolution. On offre des outils. Il y a un guide de modélisation des communautés bleues qui comprend ce PowerPoint que je vous montre, des capsules, un guide de mobilisation citoyenne, puis on va vous soutenir au secours. Il y a des sites Internet pertinents à ausecours.org. On va résumer ça avec un petit film. Je ne sais pas si c'est là pour mettre le petit film. Il y a un petit film qui est dans les outils. Alors, on a des clients qui peuvent expliquer ça à la municipalité. Ce diaporama-là, il y a un petit un court extrait qu'on a en anglais et en français. Tous les outils sont en anglais et en français. Dans le bassin versant de Caux. Les lacs et les rivières sont empoisonnés par des abus industriels. Les grandes sociétés d'eau tentent d'embouteiller l'eau, de la privatiser et d'en tirer profit. Depuis trop longtemps, trop de peuples autochtones ont souffert d'un manque d'eau potable. Les faibles lois et le manque de gestion gouvernementale des sources d'eau alimentent davantage la crise mondiale de l'eau. Mais il y a une solution, le projet Communauté Bleue, et il commence auprès de votre conseil municipal. Votre conseil municipal a un impact immense sur l'eau de votre communauté. Il contrôle l'eau entrant et sortant de la plupart des maisons. C'est simple de vous regrouper massivement dans votre communauté, puis de rencontrer les membres de votre conseil municipal. Et nous pouvons fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour réussir. Une communauté bleue est une communauté qui fait 3 choses simples. Elle reconnaît le droit de l'homme à l'eau et à l'assainissement. Cela garantit que tous les résidents ont de l'eau potable abordable. Une communauté bleue élimine l'eau embouteillée dans les installations et les événements municipaux et encourage plutôt l'utilisation de l'eau du robinet. Une communauté bleue dit non à la privatisation de l'eau. Le traitement de l'eau et des eaux usées est alors laissé aux mains du public. Communauté bleue est un mouvement mondial qui a des racines profondes au Canada, où il y a maintenant plus d'une douzaine de communautés bleues. Et il y en a de plus en plus qui éclorent constamment. Les communautés bleues peuvent inclure des villes, des villages, des nations autochtones, des groupes religieux et même des écoles. Êtes-vous prêt à aider à faire de votre communauté une communauté bleue? Alors, je vous remercie. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, Joanne? Alors, on serait, oui, on a le temps de prendre quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions sur les communautés bleues? Oui, carrément. Est-ce que le fait d'une municipalité qui installe des compteurs d'eau, ça brime la consommation de l'eau pour les personnes des compagnies d'eau chaleureuses? C'est une excellente question et elle a un volet en deux. Si on installe le compteur d'eau pour tarifer l'eau et que c'est une compagnie privée qui installe le compteur d'eau pour tarifer l'eau, oui, c'est très dangereux et c'est contre ça que la Coalition Secours s'est battue à Montréal il y a 22 ans de ça. Et en ce moment,
y a une recrudescence de compteurs d'eau dans la province, mais le but n'est pas de tarifer l'eau. Le but est pour la municipalité de connaître la quantité d'eau. Alors, le compteur d'eau, ce n'est pas démoniaque, c'est-à-dire ce n'est pas le compteur est un outil. Et si le gouvernement veut mesurer ou oblige une municipalité, ils ont des objectifs à atteindre de baisse de production de 20 d'eau potable. Ils ont eu un premier objectif et dans la nouvelle stratégie de l'eau, ils doivent atteindre un autre 20 de moins. C'est-à-dire, pour réduire la quantité d'eau qui est produite, souvent c'est de réduire les fuites. Il y a des municipalités qui ont très bien compris ça. Je vais vous donner l'exemple de Rivière-du-Loup qui a réduit de 70 en un an ses fuites dans le réseau. Montréal était à 60 de fuites, c'est-à-dire on perdait plus de la moitié de l'eau. On est rendu dans les 20 quelques pourcents. Il y a de l'amélioration, il faut comprendre que Montréal, c'est beaucoup de rues à ouvrir et des tuyaux à changer. Et certaines municipalités qui n'ont pas atteint sont obligées de mettre des compteurs dans certains bâtiments commerciaux et certains bâtiments résidentiels pour connaître la consommation. Dans une grosse ville, on appelle ça des compteurs de vannes. On met ça super sur les tuyaux. Il faut comprendre que dans les petites villes, c'est moins compliqué d'installer le compteur chez quelqu'un que de l'installer sous terre et d'ouvrir toutes les rues. Alors en ce moment, il y a une recrudescence de compteurs, mais le gouvernement nous a promis, le ministère nous a promis que ce n'était pas pour tarifer l'eau, c'est pour calculer la quantité d'eau et que les municipalités fassent mieux leur travail. Alors, non, si votre compteur ne sert pas à tarifer votre consommation, si votre compteur il sert juste à compter la quantité d'eau et que vous n'avez pas une facture associée à ce que votre compteur dit, non, le compteur n'est pas un démon. Mais oui, si vous voyez que c'est un nom de compagnie privée, on ne va pas les nommer, mais Suez, Vivendi, Veolia, si vous voyez un nom comme ça sur votre facture d'eau, allez voir votre municipalité, dire comment ça vous avez vendu notre eau. Il y en a très peu au Québec. Il y a très peu de villes qui sont en gestion privée. La plupart vont être en gestion, vont engager ces compagnies-là comme sous-contractants. C'est-à-dire qu'ils gardent le contrôle sur ce que la compagnie fait. Ils n'ont pas donné à la ville le contrôle. Alors, c'était une excellente question parce que les compteurs d'eau font beaucoup parler d'eux un peu partout. Alors, il y a une autre question en avant? Alors, c'est un petit peu suite à ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai toujours pensé que si on mettait un compteur d'eau dans les maisons, avec l'eau gratuitement pour une partie, un peu comme le téléphone, quoi, la partie minimale nécessaire. Mais ceux qui en prennent trop, comme ceux qui remplissent les piscines, les vides, nettoient au voyou le trottoir, enfin, ben, ceux-là, ils paieraient le supplément. Et c'est ce que... Pour diminuer la dépense d'eau. C'est ce que le Royaume-Uni a pensé il y a plusieurs années de ça, il y a presque 25 ans de ça. Oui, le Royaume-Uni a pensé que si on mettait le compteur d'eau, la consommation baisserait et plusieurs États ont fait un peu la même chose. Ce qu'on remarque, c'est oui, la consommation d'eau baisse les 6 premiers mois et après elle reprend parce que malgré l'eau n'est pas chère. Un compteur d'eau, c'est cher. Un compteur d'eau coûte 800 $ et avec l'installation, on peut monter à 1200 $ par maison. Alors, c'est un coût énorme pour sauver très, très peu de consommation d'eau. Et quand on dit rendre conscient, bon, le phénomène va se passer. Les riches vont dire, oh, c'est tellement pas cher, ça me coûte 25 $ de plus par année, je peux en prendre autant, je peux continuer d'arroser mon driveway, ça va être parfait. Et les pauvres s'en privent. Donc, le compteur d'eau a un effet pervers sur l'équité de l'eau, tandis que, en ce moment, c'est sur la valeur de votre maison, sur les taxes. Donc, si vous avez une grosse maison, votre facture d'eau est plus chère. Si vous avez une plus petite maison, votre facture d'eau est moins chère. Vous n'avez pas de compteur, pas de service d'administration, pas de fonctionnaire qui a à relever le compteur, et c'est beaucoup moins cher comme ça. Alors, non, le compteur d'eau n'a pas l'effet désiré de faire que les gens vont diminuer leur consommation. C'est prouvé par plusieurs études. Je vous inviterai à aller voir à l'INRS, le professeur
Oh mon Dieu. Il y a un professeur de l'INRS qui a fait plusieurs études. Ils sont à compteur d'eau sur le site d'Eau Secours, à ausecours.org. Pierre Hamel. Pierre Hamel qui a fait des études et il était invité mondialement pour parler de la question des compteurs d'eau. Alors, c'est prouvé que le compteur d'eau ne baisse pas la consommation de l'eau chez le consommateur. Ça le baisse pendant un certain temps et après la consommation reprend comme à l'habitude. Quand ça a coûté des fortunes pour installer les compteurs d'eau, les relever, les administrer, on sait ce que ça coûte à Hydro-Québec pour avoir ces compteurs d'électricité. Alors non, ça n'aide pas à diminuer la consommation. Il y a aussi une consommation d'eau qui est statutaire, c'est-à-dire qu'il y a une certaine quantité d'eau qui est nécessaire à tous. Et ce qui est dommage, c'est qu'au Canada, comme on en a beaucoup, on a tendance à penser qu'on en a pour tout le temps. Alors, on est des gros consommateurs d'eau. Il y a de l'éducation à faire, mais nous, on pense à Eau Secours que l'éducation est mieux que le compteur comme effet incitatif. Merci. Mais une autre question par rapport aux bouteilles d'eau. Vous donnez le coût par rapport à l'eau potable, mais est-ce que vous calculez dans l'eau de la municipalité les coûts des tuyaux, des ingénieurs? Tout. Les ingénieurs, les fonctionnaires, les tuyaux, les usines sont compris dans le coût de l'eau. Oui. Ça, c'est un coût moyen, mais je dirais qu'il y a plusieurs municipalités qui sont encore en bas d'un dollar. Dans plusieurs municipalités, l'eau est encore en bas d'un dollar le mètre cube d'eau. C'est vraiment, ça comprend vraiment tout. Tous les coûts internalisés sont dans ce prix-là. Puis une autre dernière petite question. Les cours d'eau, est-ce qu'il y a une loi qui pourrait protéger de détruire? Comme moi, je sais mon grand-père avait une terre à moi ici à Montréal-Ouest. Il y a un cours d'eau, les animaux viennent s'abreuver, tout ça. Et là, la ville est rendue à se bâtir là. Et je crois que mon frère a vendu notre belle terre à bois pour la construction domiciliaire. Et le petit ruisseau va disparaître. Oui, et les animaux qui venaient et tout aussi. Ça, c'est un des problèmes sur lesquels on essaye d'agir le plus possible parce que malheureusement, les municipalités n'ont souvent pas les moyens législatifs de protéger leur cours d'eau. C'est Québec qui doit protéger le cours d'eau. Donc, on doit faire pression. Et les municipalités, bon, je pense entre autres à une sablière qui était sur un puits d'eau potable en Abitibi. Et la mairie s'est aperçue que ça commençait à baisser, puis que, bon, ça protège la qualité de l'eau parce que ça filtre l'eau qui est dans le puits. Ils ont commencé à dire qu'il faudrait, par prévention, et le ministère... Vous avez eu comme réponse aux questions de Martine. Je vous félicite. Je crois que vous avez bien apprécié cet atelier. On a passé des connaissances à l'action. On s'est même engagé à donner des hauts secouristes. On va aller dîner. On revient à 1h.